gens qui se joignent encore à nous, qui alors euh, indiquez votre nom, un peu ce que vous faites dans la boîte de clavardage, dans notre chat. Mais je voulais quand même commencer parce qu'on a beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui. Donc, je voulais m'assurer qu'on commence à l'heure et qu'on ait suffisamment de temps pour nos discussions. Donc, je veux vous souhaiter la bienvenue à notre communauté de pratique au niveau de l'EAH, WASH. Et donc, est-ce que c'est propre? C'est notre titre. Les leçons apprises au niveau de l'amélioration du nettoyage environnemental dans les établissements de santé. Je veux me présenter ainsi que l'équipe. Je suis Joanne McGill, professeure assistante en santé globale avec l'Université de Emory et aussi impliquée dans le WASH à Emory avec mon équipe, Lindsay Denny de New York et Haley Helling de World Vision, ainsi qu'Emily Schondorf, qui est étudiante ici avec nous chez Emory, qui va bientôt graduer de Rollins. Il y en a beaucoup de membres de la communauté de pratique, notre comité directeur qui sont dans l'auditoire, ainsi que j'espère une personne qui va pouvoir nous joindre et se présenter du Cambodge, en fait. Donc, nous avons beaucoup de chance de pouvoir dire la bienvenue à beaucoup d'autres conférenciers, comme Molly Patrick, qui est du CDC, Dr. Adeni de le contrôle des infections à l'Université de Lagos, au Nigeria, Dr. Wendy Graham et Dr. Georgia Gone. Et on a ces conférenciers ici pour venir parler du nettoyage environnemental pour les soins de qualité dans les établissements de santé. Et on va avoir la chance d'entendre parler de boîtes à outils, des ensembles qui peuvent bien être utiles pour nous, pour vous, pour les chercheurs, quand on veut parler du nettoyage environnemental. Et ensuite, on aura l'opportunité aussi de parler des cas, des exemples, comment ces outils sont utilisés dans des contextes particuliers. Donc, nous sommes très heureux d'écouter nos participants. Donc, je vais passer à la prochaine diapo pour parler un peu de nos affaires et on travaille. On a de très bons interprètes avec nous qui nous aident, et donc avec l'espagnol et le français pour ces participants qui parlent ces langues. Donc, si ce n'est déjà fait, je vais vous demander de choisir la langue de votre choix dans la barre à outils. On demande aux participants de choisir l'anglais si c'est votre langue pour que vous puissiez entendre la langue principale. Sinon, choisissez la langue qui vous convient. Donc, avant de parler de notre sujet, je veux accueillir les nouveaux et vous parler de ce qu'on fait. Nous sommes axés sur l'action, une plateforme qui réunit les gens de l'eau, assainissement et hygiène. Et notre objectif est de rassembler l'expertise de nos partenaires au niveau des communautés WASH et pour les gens qui veulent passer à l'action. Donc, on a créé cette plateforme, notre bulletin, notre page web pour partager des ressources avec la communauté de l'EAH. Et notre objectif des sessions, c'est que les participants puissent quitter avec de l'information tangible et des opportunités de vraiment passer à l'action immédiatement pour améliorer l'EAH dans les établissements. Et donc, les principes de base de notre communauté de pratique de l'EAH pour les webinaires, notre bulletin. En fait, donc, nous croyons tout d'abord que l'EAH, c'est des conditions préalables pour les soins de qualité dans les établissements de santé. Il ne peut pas y avoir de prévention, contrôle efficace des infections sans EAH adéquat. Et on croit aussi que les questions de l'AH dans les établissements peuvent être résolues, mais nécessitent plusieurs systèmes, secteurs, parties prenantes pour des améliorations durables. Et dans notre communauté de pratique ici, on est ouvert à tout, tous ceux qui veulent apprendre et en faire davantage au niveau de l'AH dans les établissements et partager nos meilleures pratiques, nos expériences, que vous soyez un expert chevronné dans l'EAH, dans les établissements de santé, ou même si c'est nouveau pour vous, nous vous accueillons et apprécions votre participation. Donc, pour les nouvelles, oui.
À chaque fois que nous nous réunissons, nous voulons vous donner des mises à jour sur les ressources ou recherches qui peuvent améliorer votre planification, votre travail dans les établissements de santé. Et donc, pour ce mois-ci, on voulait souligner que plus tôt, au mois de mars, l'OMS a émis euh, son guide de formation au niveau de l'AH avec un module de formation pour les nettoyeurs, les agents de nettoyage, qui a été développé sur le Teach Clean, dont on va entendre parler aujourd'hui. Et encore une fois, cette ressource peut être utilisée par ceux et celles qui veulent offrir de la formation en nettoyage environnemental aux nettoyeurs et pour améliorer leurs compétences. C'est l'objectif ici. Donc, si vous n'avez pas encore vu ce document, il est sur le document de l'OMS en PDF. Vous pouvez le télécharger. Ensuite, notre coin de la réussite. Donc, ici, c'est un endroit où on souligne les bonnes nouvelles, ce qui se passe au niveau de l'AH dans les établissements. Et ce mois-ci, on termine le mois des femmes et donc on a le White Ribbon Alliance, l'Alliance Ribbon Blanc, qui parle de ce que les femmes veulent. C'est une campagne qui nous a donné beaucoup d'aperçus sur le fait que les femmes mettent vraiment en priorité leur AH dans les établissements pour leurs priorités et ce qu'elles veulent en fait. Et donc, beaucoup des données qui ont été amassées ont été utilisées à de bonnes fins. Et ce qu'on a ici, c'est des nouvelles du Nigeria. Suite à la campagne, beaucoup de communautés se sont exprimées et des communautés de santé, des réunions communautaires. Il y a eu donc beaucoup de réactions face à cette information. Et ensuite, les États du Niger, par la suite, ont fait, les fonds de santé publique de l'État ont été utilisés pour la toute première fois pour soutenir des améliorations structurelles et des améliorations EAH dans 39 établissements de soins primaires. Donc, c'est vraiment un gain pour nous tous. Et on espère que des données comme ceci, les voix des femmes qu'on entend, ça devrait être vraiment ce que nos décideurs considèrent lorsqu'on veut faire des changements. Donc, ça a été très excitant d'entendre ces nouvelles. Je voulais donc partager ça avec vous. Donc, je pense que sur ce, je veux juste partager rapidement. Si vous n'avez pas déjà, vous êtes inscrit à notre liste de diffusion, faites-le pour des annonces sur nos réunions, etc. Envoyez-nous des sujets des recommandations de sujets plutôt, ce que vous pensez qui doit être discuté au niveau de l'EAH dans les établissements de santé. Vous savez qu'il y a des histoires de succès et on veut les souligner euh, parmi tout le dur travail qu'on fait pour améliorer le AH dans les établissements. Et si vous êtes intéressé, euh, joignez-vous à nous le mois prochain, alors qu'on va commencer à parler de la résilience au climat en ce qui a trait à l'EH dans les établissements. Donc, si vous avez des idées du travail que vous avez fait, on aimerait entendre parler de vous. C'est là, on va être axé sur ce nouveau sujet. Et donc, envoyez-nous de l'information. Et à notre dernière diapo, en fait, c'est sur notre site Web. Assurez-vous que WASHINCF, .org, donc WASHINHCF.org. C'est là où on a tout notre matériel. Et donc, vous pouvez vous inscrire à notre liste de distribution, les séances passées, les enregistrements dans plusieurs langues. Tout ça est affiché là et ça peut être utilisé comme ressource. Donc, partagez-le avec d'autres qui n'ont pas pu se joindre avec nous en direct aujourd'hui. Ils peuvent toujours revoir nos séances. Et donc, on va le mettre en ligne dès que possible, la session d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Hayley Elling de World Vision, de notre équipe d'apprentissage, qui va nous donner un aperçu du nettoyage environnemental dans les établissements de santé avant de passer à nos prochains conférenciers avec la boîte à outils. Donc, merci Joanne, vous m'entendez? Excellent. Donc, oui, bonjour à tous.
Comme Joanne l'a dit, je suis Hayley Elling, je suis directeur de WASH Program. Je travaille aussi avec le COP ici et donc je vais vous donner un peu une idée du nettoyage environnemental dans les établissements de santé, peut-être pour ceux sur l'appel qui sont plus nouveaux à ce sujet ou qui connaissent moins bien que d'autres, peut-être le domaine, ceux qui travaillent dans cet espace. Donc maintenant, le nettoyage environnemental dans les soins de santé, c'est intégral à la qualité des soins dans l'ensemble. Et on pense au nettoyage environnemental dans les installations de santé. On sait que la contamination microbienne des surfaces peut entraîner la transmission d'infections nosocomiales et contribuer au développement de la résistance aux antimicrobiens. Et pour bien comprendre, il y a des systèmes plus robustes de nettoyage régulier dans l'environnement sont essentiels pour réduire le risque d'infection qui sont contractés dans des établissements de santé pour les visiteurs, les patients, le personnel, n'importe qui. En fait, ça fait partie vraiment de du contrôle, la prévention des infections. Et pour vraiment être mieux axé sur cet élément, il faut vraiment se pencher sur le personnel qui est responsable des nettoyages du plancher des surfaces. Donc, ces personnes doivent être identifiées, ces nettoyeurs doivent être formés, on doit leur donner les outils nécessaires pour qu'ils puissent bien faire leur travail, que ce soit de l'équipement de protection personnelle, des désinfectants, du matériel, etc., pour pouvoir bien nettoyer leur environnement et vraiment approcher la prévention, le contrôle des infections dans le domaine des établissements de santé. Donc, quand on parle de ces personnes, on parle vraiment des nettoyeurs, des agents de nettoyage. Qui sont ces personnes? Qui sont les nettoyeurs dans notre environnement d'établissement de santé? Ce sont souvent des travailleurs qui sont négligés dans les établissements avec un rôle peu respecté. Souvent, ils ne font pas vraiment partie de l'hiérarchie de l'établissement. Ils n'ont pas de formation officielle, que ce soit la prévention, contrôle des infections, comment nettoyer, connaître les procédures de nettoyage, la gestion des déchets. Et souvent, ils n'ont pas de protection personnelle, d'équipement pour leur protection personnelle et d'autres fournitures pour bien faire leur travail. Et en tant que membre au bas de la hiérarchie, souvent, ils ne sont pas inclus euh, dans ce qu'on pense au niveau des parties prenantes dans les établissements de santé. Donc, souvent, ils n'ont pas de siège à la table, ils n'ont pas de voix pour faire leur propre plaidoyer au sein du système des établissements. Donc, ici, j'inclus juste le GMP, le programme conjoint. C'est de base ici, là, mais pour nos pratiques de nettoyage, la définition de base sont ici, ces deux indicateurs. Donc, est-ce qu'il y a des protocoles de nettoyage qui sont disponibles et est-ce qu'il y a du personnel responsable qui a été formé? Donc, ce sont de bons indicateurs qui ont commencé à mesurer le progrès dans cet espace. Il y a encore beaucoup d'autres éléments ici qu'on doit discuter et apprendre. Et donc, voici un peu des données qui ont été publiées récemment. Donc, puis 2000, en 2019 et 2022, on a plus de données sur le nettoyage environnemental avec 21 pays ici qui ont ces indicateurs. Donc, on voit que les services s'accroissent depuis les dernières années, mais c'est quand même faible comparé à d'autres éléments comme le AH, qui a beaucoup plus de couverture au niveau des données pour comprendre ce qui est fait dans chacun des pays. Et donc, je voulais aussi partager des lignes directrices au niveau du nettoyage environnemental et cette présentation va être partagée après la séance d'aujourd'hui. Donc, vous pourrez accéder à ces liens. Ils sont disponibles aussi sur notre site Web. Et donc, le premier concerne WashFit. On l'aime bien, on le connaît, mais il y a aussi les meilleures pratiques pour le nettoyage environnemental dans les établissements à ressources limitées. Molly Patrick au CDC va nous en parler. Et un exemple spécifique ici de l'OMS 2016, il y avait des lignes directrices sur la programmation PCI de base et aussi, évidemment, 2018, les normes essentielles.
la santé environnementale. Et donc, pour les différentes boîtes à outils, on va avoir plus de détails un peu plus tard de nos conférenciers invités, mais ici, cette boîte à outils a été publiée l'an passé avec les meilleures pratiques pour le nettoyage environnemental dans les établissements à ressources limitées. Donc, un bon ajout à d'autres ressources et d'autres directives qui ont été partagées et aussi un ensemble la London School of Hygiene qui ont un ensemble Teach Clean, donc enseigner le nettoyage, Teach Clean, et on va en parler davantage avec nos conférenciers d'aujourd'hui. Et donc, je voulais terminer ici avec l'OMS, un défi urgent pour la prochaine décennie. Je pense que Joanne l'a mentionné un peu dans ce que les femmes veulent, cette campagne qui a été menée récemment au niveau de la prochaine décennie. Donc, l'OMS a annoncé une liste de ses priorités, défis urgents pour la santé, y compris le nettoyage des établissements de santé. Et la campagne Ce que les femmes veulent a aussi bien exprimé le souhait d'avoir l'eau, l'assainissement et l'hygiène, l'AH, et aussi un environnement sanitaire était dans cette liste. Donc, on le sait avec la COVID et tout ce qui s'est passé, on sait que c'est très important d'avoir des soins de qualité propres et c'est de plus en plus urgent dans le futur. Et donc, sur ce, Joanne, je vais vous redonner la parole. Je pense que vous avez un sondage rapide. Oui, merci, Hayley euh, pour cette fondation avant de plonger en profondeur dans les boîtes à outils et les ressources. Mais avant de passer à cela, on voulait faire un petit sondage rapide pour ceux qui sont avec nous en direct. C'est deux questions. Donc, on vous demande, est-ce que vous travaillez présentement à l'amélioration du nettoyage environnemental dans les établissements de santé, que ce soit des projets de mise en œuvre, la formation, etc. Et si c'est le cas, est-ce que vous utilisez les outils et les ressources que Hayley vient de décrire. Et si ce n'est pas le cas, c'est bon parce que peut-être après aujourd'hui, après avoir entendu nos conférenciers, vous allez avoir des ressources que vous allez commencer à utiliser. Donc, prenez encore 40 secondes pour répondre. Donc, dites-nous où vous en êtes avec le nettoyage environnemental, vos efforts à cet égard. Okay, we have another 10 seconds. I see we have On va good. donner encore 10 secondes. Il y a des gens qui répondent encore. On vous donne encore quelques secondes. Okay, 3, 2, 3, 1. 2, 1. Si vous n'avez pas déjà répondu, on va terminer le sondage et partager les résultats. Ah, excellent. On peut voir les résultats ici. Est-ce que vous travaillez présentement à l'amélioration du nettoyage environnemental? On a 75 des gens qui disent oui, 13 non, pas pour l'instant, mais on prévoit le faire. Oui, non, pas du tout. 13. Donc, on espère que certaines des ressources et des choses que vous allez entendre aujourd'hui pourront vous aider dans votre planification et vous donner des idées pour comment approcher le nettoyage environnemental. Pour les outils, oui, on voit beaucoup de gens qui utilisent déjà WashFit, 75. Le CDC, avec sa boîte à outils, est déjà en action, 25. Teach Clean est utilisé à 33 et autres. Donc, pour ceux qui ont répondu autres, si vous voulez nous aider et inscrire dans le chat quels autres outils ou boîtes à outils que vous utilisez ou si vous avez quelque chose que vous voulez partager, inscrivez-le dans le chat. C'est très utile pour nous pour qu'on puisse avoir ces éléments disponibles. Donc, merci pour ça. Et donc, ceux qui n'ont pas pu répondre, on veut quand même savoir ce que vous faites au niveau du nettoyage environnemental. Vous pouvez inscrire ça dans le chat. Donc, encore une fois, on veut passer maintenant à notre première partie, nos présentateurs qui vont parler euh, d'outils particuliers, comme Hayley l'a mentionné, avec Molly Patrick, qui est ingénieure environnementale au CDC, qui va parler de la mise en œuvre de l'outil, la boîte à outils, et ensuite Dr. Dominola, qui est coordonnateur de programme
pour la prévention, contrôle des infections au Nigeria, qui va nous parler spécifiquement de comment on utilise l'outil dans ce contexte au Nigeria. Donc, je vais donner la parole à Molly et ensuite, on va entendre parler Dr. Adoni. Donc, bonjour à tous. Donc, Alors, je vais simplement donner une brève introduction à notre trousse à outils d'amélioration du nettoyage développé en collaboration avec Anne et publié au mois de septembre de l'an dernier. C'est notre deuxième ressource développée avec ICANN depuis 4 ou 5 ans. Oui, on peut avancer la diapo, s'il vous plaît. La première ressource que nous avons développée est notre ligne directrice sur l'environnement de nettoyage de l'environnement de 2019. Alors, tous qui est le manuel de mise en œuvre du processus et aide les établissements à implanter les meilleures pratiques dans le temps, tenant compte des différents types d'établissements et de niveaux de ressources. Je vais décrire rapidement le contenu des meilleures pratiques pour expliquer comment nous avons structuré la trousse à outils. Il y a 3 grands chapitres de contenu. Le deuxième chapitre concerne les meilleures pratiques des programmes de nettoyage et il y a 2 chapitres techniques, l'un sur le matériel et l'autre sur les procédures dans les différents secteurs de soins aux patients. Mais le deuxième chapitre, prochaine diapo s'il vous plaît, regardez le chapitre 2 parce que c'est vraiment un chapitre général qui décrit une approche multimodale pour l'environnement, la mise en œuvre du nettoyage de l'environnement. Multimodal est souvent utilisé en PCI pour désigner des stratégies et des systèmes multiples qui doivent être mis en place pour avoir des pratiques durables et efficaces. Il y a 5 éléments dans le chapitre 2 que vous voyez en haut entre les aspects environnementaux, l'administration, le soutien de la direction, à la formation du personnel, infrastructure et fourniture, politique et protocole, et surveillance, suivi et rétroaction. Prochaine diapo. Bon, donc, tout ça outil permet de mettre en œuvre ces différents éléments en offrant un processus structuré pour l'évaluation des programmes par rapport aux meilleures pratiques définies, en créant une approche permettant d'hierarchiser les actions et les activités pour améliorer le programme, et ensuite un ensemble d'outils et de ressources pour que les établissements mettent en œuvre les améliorations du programme en suivant un processus cyclique d'amélioration en 5 étapes. C'est utilisé dans WatchFit et aussi dans le manuel de mise en œuvre de la PCI. Alors, c'est basé sur l'amélioration continue et crée la possibilité d'apporter des améliorations progressives dans le temps grâce à l'application répétée du cycle de projet. Nous avons incorporé 2 grands niveaux, jalons, pour tenir compte de différents types d'établissements et de niveaux de ressources. Et je pense que c'est important parce que les meilleures pratiques regorgent de contenu et on voulait le simplifier, en faire des bouts un peu plus faciles à digérer pour les établissements qui ne commencent à faire à implanter le programme. Il y a un programme de nettoyage de base avec les éléments de base dans les meilleures pratiques qui sont nécessaires dans tous les établissements. L'objectif final est d'atteindre le programme avancé, donc l'ensemble des meilleures pratiques. D'abord, bon, le programme de base est un point terminal. Pour les grands hôpitaux, le programme de base représente le fondement sur lequel on peut continuer à avancer vers l'ensemble des meilleures pratiques. Prochaine diapo. Ce diagramme est un modèle de projet, si vous voulez. C'est une façon d'illustrer comment tous ces outils et les meilleures pratiques fonctionnent ensemble et les issues visées, les résultats visés. À gauche, il y a des prérequis qui devraient normalement mettre en place pour utiliser tous ces outils.
Ensuite, il y a les 5 étapes du processus de la trousse qui démontrent qu'avec l'utilisation répétée, des améliorations et des changements vont être apportés au programme de nettoyage dans le temps pour contribuer aux gains à plus long terme, comme l'amélioration de la propreté, l'amélioration de la satisfaction des patients et du personnel et la réduction des maladies nosomiques. Dami va vous présenter l'application et l'utilisation de tous ces outils dans son hôpital, mais je voulais quand même vous montrer les 5 étapes telles que décrites et ça vous dira sûrement quelque chose si vous avez déjà utilisé WashFed. C'est assez semblable. Il y a les 5 principales étapes et les activités principales à gauche et le temps à droite, une estimation du temps pour passer au travers d'un cycle de la trousse à outils. Ça peut prendre plusieurs mois pour identifier les améliorations de programme. La 4e étape étant violette, ça peut prendre plusieurs mois après une évaluation structurée et une priorisation des activités pour déterminer quelles sont les lacunes à combler en premier. Nous avons également publié ce que nous appelons des outils de processus, des ressources pour aider les équipes d'établissement avec chacune des activités recommandées de la trousse, en le facilitant le plus possible et pour permettre de passer au travers de la mise en œuvre. Par exemple, bon, il y a des TER pour l'équipe de projet. Il y a des ordres du jour type de bonnes instructions sur la manière de choisir une unité, une salle ou concentrer l'activité, parce que dans un grand établissement, il vaut mieux se concentrer sur ce niveau-là. Et dans la section C, il y a des informations très détaillées pour aider à prioriser et certaines des activités recommandées qui pourraient se dérouler au fur et à mesure que les équipes préparent leur plan d'action. Donc, il y a beaucoup de contenu détaillé. On peut passer maintenant à la prochaine diapo. Je voulais simplement vous montrer où vous allez trouver tous ces outils pour la mise en œuvre. À la page d'accueil du nettoyage de l'environnement. Je mettrai le lien dans le chat. C'est notre page des meilleures pratiques et je mentionne que les meilleures pratiques sont disponibles en français, en espagnol et en portugais. La trousse d'outils n'existe qu'en anglais pour le moment. On espère pouvoir le faire traduire. Et voilà ma dernière diapo. Quand vous cliquez sur le bouton, vous allez voir les ressources pour la trousse outils. Tout ça est téléchargeable. Je pense que le guide des instructions pour la trousse vous renseigne sur l'ensemble, mais il y a des outils de processus qui sont téléchargeables à partir de ces boutons. Ce que je vous montre à gauche sont déjà disponibles en ligne pour téléchargement. Certains sont en Word pour que vous puissiez les modifier, les adapter chez vous. Il y a des outils d'amélioration de programme, des ressources qui pourraient aider les établissements qui, au fur et à mesure qu'ils apportent des améliorations, des POS type, des listes de contrôle type. Oui, là, vous voyez, il y a plein de listes de contrôle pour la surveillance, le suivi. Beaucoup de ressources qui sont disponibles sur demande. Alors, si vous commencez si vous embarquez dans le programme, il y a d'autres ressources. Je vais maintenant m'arrêter et céder la parole à Dami qui va parler de ce qu'il a fait pour nous aider à valider la trousse d'outils, ce qui nous a beaucoup aidé et les efforts en matière de nettoyage à son hôpital. Merci beaucoup, Marley, pour cette excellente présentation. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Je vais présenter l'expérience du LUTH au Nigeria.
dans la mise en œuvre de la trousse d'outils sur l'environnement, le nettoyage de l'environnement. Un peu de contexte, on sait que le trousse a été conçu pour les pays à faible et à bas revenus. Le Niger est dans l'ouest de l'Afrique, avec une population d'environ 200 millions de personnes. Le système de santé est structuré en soins tertiaires, secondaires et primaires. Notre hôpital est tertiaire et nous avons dans la région de l'État du Lagos environ 20 000 personnes à servir. Avant le projet pilote de tout cet outil, ça vous donne une vue d'ensemble de ce que notre hôpital présentait comme caractéristiques. Nous avons environ 25 000 admissions par année et la population du Lagos est d'environ 20 millions, comme je le disais. Nous avons choisi 2 unités avec une capacité de 80 lits, avec une équipe fonctionnelle de lutte contre les infections. Nous avons des centres d'isolement pour la COVID et nous avons un modèle mixte de nettoyeurs internes et externes. Molly a parlé de l'approche en 5 étapes de tous ces outils. Alors, qu'est-ce que nous avons fait à chaque étape? D'abord, ça a été une phase de se préparer à agir. 3 choses. Nous avons identifié et réuni l'équipe. Nous avons fait une évaluation du risque et nous avons priorisé les unités. En réunissant l'équipe, on a fait des réunions avec des parties prenantes, regardé les profils, et nous avons puisé dans l'équipe PCI, sciences infirmières, ingénierie et le secteur priorisé. Nous nous sommes entendus sur l'outil recommandé par le TOUS et l'exercice a été au niveau de l'ensemble de l'hôpital dans un premier temps. Nous avons circonscrit 19 secteurs au risque et puis nous avons choisi 2 unités à cause de la population vulnérable et à cause de maladies nosocomiales qui ont eu lieu dans ces unités. Prochaine diapo. En faisant l'évaluation de référence, nous avons évalué 5 éléments, comme il l'a dit, organisation, politique et procédures, infrastructure et fourniture, dotation en personnel et formation, et nous avons surveillance, rétroaction et audit. Bon, l'évaluation du niveau de référence a été un exercice analytique et pratique. Nous avons réussi à faire l'évaluation dans quelques jours, en posant des questions, en répondant essentiellement à oui ou non par rapport à la trousse. Il a fallu regarder des choses comme des salles d'hygiénisation et ainsi de suite. Bon, on a combiné l'exercice analytique avec une inspection sur lieu pour cibler un certain nombre de lacunes ou de déficits. Et nous avons élaboré un plan d'action après avoir identifié. Bon, ceci résume les différentes lacunes identifiées au niveau organisation et politique et aux procédures. Nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas de point focal en matière de nettoyage de l'environnement. L'hôpital est structuré de manière à ce qu'on ait des nettoyeurs internes et des nettoyeurs externes à contrat. Mais il y avait personne parmi le personnel qui encadrait les 2 types. Et il n'y avait pas d'entente sur le financement intégré des 2. En 2021, quand on a commencé le projet pilote, le scénario était un peu différent par rapport à l'heure actuelle. Aujourd'hui, la plupart des nettoyeurs sont externes. Et une des choses qu'on a identifiées, c'était qu'on avait un système de nettoyage sur lequel
des gens qui nettoyaient, supervisaient, des gens qui ne savaient rien en PCI. Alors, les principes de nettoyage utilisés dans l'hôpital étaient les mêmes utilisés dans d'autres établissements. Donc, ce n'était pas pareil. Ça, c'est une étape. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de politique précise sur le nettoyage de l'environnement dans l'hôpital et aucune POS en la matière. L'équipe PCI semblait être fonctionnelle, mais n'avait pas le droit de surveillance du personnel de nettoyage. Au niveau de l'infrastructure, de l'EH et des fournitures, la plupart n'avaient pas de liste. Et l'équipement de nettoyage et le matériel, ça c'était un aspect déficitaire. Et il y avait des défis au niveau de l'environnement bâti, le type de plancher qu'on avait et l'organisation même des salles d'hygiénisation. Au niveau du personnel et de la formation, j'ai dit qu'il n'y avait pas de normes de formation pour les nettoyeurs. Et on s'est rendu compte que beaucoup de nettoyeurs avaient des problèmes de morale. Il a mentionné plutôt qu'ils sont vraiment au bas de l'échelle pour ce qui est du personnel de l'hôpital. Et il y a un haut taux de roulement chez les nettoyeurs. Les nettoyeurs n'étaient donc pas formés selon les normes de la PCE. Et on a vu aussi qu'il y avait des problèmes de surveillance. Et au niveau de la surveillance et de la rétraction, c'était essentiellement inexistant. Nous avons développé un plan d'action à partir des lacunes identifiées. Il a fallu prioriser là où nous allions intervenir, quelques recommandés par la trousse d'outils. On a regardé les lignes directrices recommandées de la trousse d'outils et ce que nous avons perçu comme étant faisable compte tenu des contraintes de temps. Molly l'a mentionné, le temps prévu pour la mise en œuvre était de 3 mois. Qu'est-ce qui était faisable en 3 mois? Et c'est ce qui nous a permis d'élaborer notre plan d'action. Voici un résumé des différents domaines sur lesquels nous nous sommes concentrés pour apporter des améliorations. Nous avons développé une politique de nettoyage, la première pour l'hôpital, et nous avons élaboré des POS pour les unités visées. Et nous avons développé une liste de matériaux de fourniture et de produits. Certains des nettoyages des entreprises utilisaient des fournitures qui n'étaient pas approuvées ou standards. Donc, il a fallu développer cette liste pour les produits et le matériel. Nous avons développé un programme de base et un plan de développement pour la formation. Teach Clean était une des ressources recommandées par le tous d'outils et ça a été très utile. Mais une des particularités de notre contexte, c'est que la plupart des nettoyeurs ont de faibles niveaux d'alphabétisation et très peu d'autres qualifications. Ça, combiné avec des barrières linguistiques et tout, nous a obligés d'adopter une stratégie multimodale pour la formation. Entre autres, nous avons développé un plan de formation qui faisait en sorte que les animateurs gardaient les diapos limités, pas trop de matériel absorbé et utiliser davantage d'images. Et on a fait beaucoup de simulations et de démonstrations l'après-midi. Et nous avons créé des vidéos sur les nettoyages de l'environnement. Les vidéos, une vidéo en particulier a été traduite en pidgin, le colloquial, parce que tous les Nigériens comprennent ce pidgin. Et on a recours à des dialectes locaux dans la formation. Voici quelques-uns des modules. L'importance du personnel est un module qui nous a permis d'aborder la question de l'estime de soi chez les nettoyeurs. L'utilisation du matériel de protection individuelle, les techniques de nettoyage, l'hygiène des mains et ainsi de suite. Bon, pour maintenir l'impact, il a fallu plusieurs réunions
à cause de certains des défis d'exécution de tous ces types. Un des aspects était la bureaucratie, nos relations avec la direction. Il a fallu plusieurs réunions avant que la politique ne soit adoptée et il a fallu travailler avec l'unité de pédiatrie, le service, et nous avons dû obtenir des dons de matériel de base et développer nos listes de contrôle. J'aimerais maintenant parler de certains défis de stratégie pour l'atténuation et certaines des leçons que nous avons apprises. Dans la première phase, que nous avons eu avait rapport au temps. On a des LMIC, on a peu de personnel et donc quand on veut embarquer des gens sur un progrès et ensuite la boîte à outils, par exemple, ça prend du personnel dévoué, mais ce n'est pas possible dans notre environnement. On a des défis parfois. On a du personnel qui a déjà une charge de travail très élevée et ensuite, il faut leur donner des responsabilités additionnelles. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû modifier certains des termes de référence qu'on avait pour vraiment bien essayer de miser comme sur les fins de semaine, par exemple, pour nos politiques. On avait deux retraites différentes, les samedis et dimanches, à l'extérieur de l'hôpital pour que les gens puissent passer du temps supplémentaire à savoir ce qu'on doit faire. Et donc, on devait miser aussi sur des éléments comme Zoom et d'autres plateformes pour essayer de résoudre ces défis de limite de temps. Et donc, l'outil d'évaluation des risques qui a été recommandé, on a dû déterminer tous les critères pour avoir deux priorités, en fait. Et ensuite, prochaine diapo. Pendant la mise en œuvre, donc, certains des défis qu'on a observés comprenaient la bureaucratie, complexité administrative. J'ai mentionné plus tôt même qu'il y avait beaucoup de complexité organisationnelle, des nettoyeurs qui travaillaient en silo, avec manque de coordination centrale. Et même quand on a eu notre politique, il fallait qu'on ait beaucoup de réunions pour éventuellement adopter avoir une vraie adoption sur le terrain, en fait. Et j'ai mentionné aussi le personnel qui est très peu lettré et d'autres défis aussi au niveau de nos nettoyeurs pour passer à la formation. Et donc, on se rappelle de l'enjeu de faire partie du personnel ou non. Donc, quand on fait de la formation, c'est important de considérer ces éléments. Et donc, en plus de ces complexités, à cause de ces complexités, il y avait peut-être plus de réunions que ça aurait été dans d'autres groupes. Et donc, le rôle des champions du plaidoyer était très important et on a dû avoir beaucoup de réunions avec différents membres du personnel, les infirmières. Certaines des infirmières faisaient de la supervision, donc il fallait avoir des réunions avec elles, avec les entreprises de nettoyage pour aligner nos priorités et ensuite on passait à la formation. Et donc, il y avait aussi des barrières linguistiques. Donc, il fallait insister sur l'importance du nettoyage environnemental avec notre personnel, avec des vidéos, des chansons, des démonstrations. Et donc, un mélange de Pidgin English, un anglais très local et un dialecte local. Et donc, on a vu que la formation avec les infirmières, ça a augmenté leur morale. Et on voulait s'assurer aussi d'avoir les dirigeants des comités venir parler à nos nettoyeurs. C'était peut-être la première fois les nettoyeurs rencontraient des gens comme ça pour augmenter leur confiance. Et donc, on a une autre minute, si vous pouvez conclure pour avoir du temps pour des questions. Merci. Oui, oui, j'arrive. Donc, pour les défis en termes de durabilité, la bureaucratie dans l'adoption des politiques, on a eu des problèmes aussi d'approvisionnement et aussi le roulement.
Mais donc, après notre projet pilote, 3 mois plus tard, certains des nettoyeurs ont laissé le système. Il a fallu faire une nouvelle formation. Et donc, ce qu'on veut faire maintenant, c'est juste un résumé de nos enseignements, leçons apprises. D'abord, on avait besoin des champions du plaidoyer pour vraiment mettre en œuvre cette boîte à outils. Donc, ces champions étaient clés dans la CPI et il fallait contextualiser les ressources qu'on avait et devait bien communiquer. Et donc, on faisait des jeux de rôle dans notre formation avec du langage local. Et après le projet pilote, on a réduit la formation des groupes, en fait, en plus petits groupes pour les former sur les lieux du travail, groupe de 15 à 16 personnes, tout en évaluant ce qu'ils font sur les lieux de travail. La troisième leçon, en fait, c'était que le moral et la motivation du personnel de nettoyage doit être une considération essentielle. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des certificats de compétences et pour certains, c'était la première fois qu'ils obtenaient un certificat après leur formation. Et on a introduit d'autres modules. On a eu une approche collaborative aussi, basée sur le travail d'équipe et impliquant les cadres. Et donc, auparavant, il y avait des gens qui faisaient chacun leur chose, comme les infirmières et ainsi de suite. Donc, de réunir tout le monde, ça nous a vraiment aidé à améliorer la qualité du nettoyage environnemental. Merci beaucoup. Merci pour votre temps et je suis heureux de répondre aux questions. Excellent. Merci énormément. J'ai beaucoup de questions que je vois dans le chat pour cette présentation, mais je sais que, bon, on va peut-être manquer de temps, mais une question peut-être qui est peut-être plus facile, c'était pour vous, Demi. Est-ce que les vidéos de nettoyage sont disponibles publiquement? Je ne sais pas si vous pouvez faire un commentaire à ce niveau. Oui, en fait, pas disponibles au public comme sur YouTube, par exemple, mais en fait, ils sont disponibles. Et une des choses qu'on a faites, c'était de partager cela avec l'équipe CDC aux États-Unis, avec Molly et le reste de l'équipe, et aussi certaines personnes, certains membres de ICANN, par exemple, en Afrique du Sud et d'autres endroits, ont demandé ces vidéos. Donc, c'est disponible sur demande, disons, mais pas nécessairement à source ouverte. Excellent, merci beaucoup. Donc, encore une fois, on doit passer à nos autres conférenciers, mais je sais qu'il y a peut-être d'autres questions sur la boîte à outils du CDC et ce que Demi vient de partager avec nous. Donc, mettez vos questions dans le chat et on va essayer de répondre à autant de questions que possible à la fin de la présentation. Merci, Demi, et merci, Molly, pour nous aider avec cette partie de la présentation. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie et on a un groupe, une paire de conférenciers différents qui va nous aider à comprendre les outils Teach Clean avec Dr. Wendy Graham de London School d'hygiène et médecine tropicale, spécialiste en épidémiologie. On va commencer à donner une introduction de l'ensemble Teach Clean qui va être suivi par Ms. Vachna Tang, qui est sur un membre de notre comité directeur et de WaterAid Cambodge, qui va donner des exemples du travail qui est fait au Cambodge au niveau de Teach Clean. Donc, Dr. Graham d'abord et ensuite Vachnia Tang. Dr. Graham, à vous. Merci, Joanne. Je suis très heureuse de faire partie de cette communauté de pratiques exceptionnelles. C'est très émouvant pour moi d'entendre ces développements et ces excellentes présentations par Demi et Molly. Et donc, John, est-ce que j'ai encore 5 minutes? Parce que je ne veux pas voler du temps de mes collègues. J'avais prévu 5 minutes. Est-ce que ça convient? Oui, ça convient tout à fait. Parfait. Moi, c'est plus une introduction. Donc, ce que vous tenez à dire, c'est plus important. Donc, je vais essayer de partager ma présentation. Dites-le moi si vous voyez mes diapos. Pas encore. D'accord, je vais retourner. Oui, voilà, ça vient, ça vient. Donc, parfait. Donc, comme j'ai dit, c'est un grand plaisir pour moi. C'est difficile de croire où nous sommes arrivés enfin depuis les premières années où les nettoyeurs, on n'en parlait vraiment pas.
Et donc, ça me fait chaud au cœur de voir ces développements. Et donc, je vais faire deux choses. C'est pour sensibiliser les gens. Je vais parler davantage de Teach Clean. Je suis heureuse de voir que dans le sondage, plusieurs personnes utilisent cet outil et aussi une nouvelle ressource, donc, dont Joanna a parlé, c'est la ressource mise à jour de l'OMS qui vraiment met à jour Teach Clean pour que ça corresponde à 2023. Et donc, ça m'a aussi fait chaud au cœur de voir ce commentaire sur l'Alliance, sur le sondage, ce que les femmes veulent. Et donc, en me préparant, je réfléchissais, je disais que en obstétrique, etc., moi, m'intéresse à la maternité. Je pense que c'est très important qu'on garde en tête, je suis sûre que la situation du nettoyage environnemental est difficile dans beaucoup d'endroits, des unités néonatales et de natalité. On oublie souvent qu'il y a des aspects de risque et de la nature en tout temps dans ces environnements qui rendent les choses difficiles. Mais je ne suis pas surprise de voir que les femmes veulent des améliorations au niveau de l'hygiène dans la zone de maternité. Et donc, on voit ça partout à travers le monde. De plus en plus de femmes vont donner naissance dans les institutions, donc l'hygiène, la sécurité, c'est de plus en plus important et ça augmente. Donc, notre travail a commencé en regardant l'accouchement en toute sécurité. Et donc, c'était très tôt, il y a une dizaine d'années, on a vu que c'était très clair qu'il y avait vraiment place à l'amélioration au niveau de l'hygiène. Vous voyez le chat là, et plus bas à droite, une situation vraiment non satisfaisante. Donc, on voyait vraiment des problèmes au niveau des salles d'accouchement. Et donc, on a fait une collaboration Soapbox. C'était un petit OGN avec la médecine tropicale et l'hygiène de la London School qui est impliquée. Et donc, on a fait de la sensibilisation pour fournir de l'hygiène à la naissance. Et ensuite, on a créé des outils et ensuite continuer à travailler avec des partenaires qui portaient la torche et faisaient ce travail au niveau de l'hygiène. Et donc, cette collaboration n'existe plus en soi. Ça a été conçu pour avoir une fin et on a eu des partenaires exceptionnels qui ont travaillé avec nous. Et tout a débuté, je pense, c'est important de souligner l'origine en Inde, au Bangladesh, avec des partenaires sur le terrain qui ont vu les problèmes de congestion, mère-enfant, avec les risques d'infection. Et donc, on a remarqué dans ces environnements congestionnés que le nettoyage, c'était vraiment un problème et on a commencé à utiliser la microbiologie et il y en a d'entre vous qui l'avaient fait et j'ai été fascinée de voir que des choses qui visuellement peuvent paraître normales, mais quand on voit avec la microbiologie, on voit des, des vrais risques et des pathogènes potentiels énormément qu'on voit dans cet équipement soi-disant de nettoyage. Et donc, le nettoyage, on sait que c'est un composant de base très important de l'hygiène, de la sécurité pour les salles d'accouchement. Et on a essayé de voir qu'est-ce qui était disponible. On a vu qu'il y avait très peu de preuves de formation, comme Demi vient de le mentionner. On a commencé à travailler en Gambie, en Tanzanie, et ça a confirmé ces enjeux où il y avait très peu de sensibilisation au niveau des nettoyeurs. Donc, on a fait ce parcours qui nous a mené à un ensemble qui a été publié en 2018. On a commencé à travailler là-dessus en 2014. Mais donc, c'est un ensemble qui a 5 documents avec des instructions générales, donc un ensemble qui sert à former les nettoyeurs de première ligne. Et typiquement, c'est un modèle par cascade avec un maître formateur qui va ensuite former les superviseurs des nettoyeurs et cette personne va ensuite former les nettoyeurs. Donc, c'est très axé sur l'aspect pratique avec des lignes directrices illustrées, un des documents qui montre comment nettoyer. Et donc, un élément de base de Teach Clean, c'était 7 modules au départ.
avec l'hygiène des mains. Vous pouvez voir ici, vous voyez les 7. Mais on en a ajouté davantage avec nos apprentissages dans différents pays, l'importance de la supervision, de vraiment mettre le nettoyage dans un processus plus large d'amélioration de la qualité. Et on a aussi fait de la recherche. Ici, une citation qui montre à quel point c'est important d'avoir un bon moral chez les nettoyeurs. Ils font un bon travail, mais bon, la COVID est arrivée qui nous a rappelé l'importance de ces travailleurs de première ligne. Et cette citation vous montre que parfois les professionnels de la santé ne réalisaient pas à quel point les nettoyeurs étaient importants. Donc, beaucoup de moments, beaucoup de collègues qui sont ici sur l'appel ont fait partie de ces moments intéressants quand on essaie de sensibiliser les gens, quand on a présenté au directeur, on lui a présenté une mop en or, donc un balai de nettoyage en or au directeur de l'OMS. Donc, on avait besoin de beaucoup de technologie, beaucoup d'avancements étaient nécessaires dans nos environnements cliniques, mais en fait, le retour à la source, c'est clé également. Et la chose importante pour terminer, avant que je donne la parole à ma collègue, magnifique collègue du Cambodge, l'OMS nous a demandé en 2019 au départ si nous voudrions donner Teach Clean comme ressource de base pour utiliser comme document de l'OMS et beaucoup de personnes ici sur l'appel ont fait partie de cela, en particulier Cléopatrick. Donc, ici, ça a été publié il y a tout récemment. Donc, le lien est là. Ça se poursuit Teach Clean et l'objectif de cet ensemble ici de l'OMS est axé sur les formateurs, les ressources sont disponibles. Donc, c'est très pratique, ça se digère facilement et j'espère que dans le premier document, le guide de formation, vous allez vraiment comprendre l'importance de votre auditoire, leur formation, les matériaux. Comme Amy l'a dit, les gens ne sont pas toujours lettrés, donc il faut utiliser donc les 8 modules ici sur Teach Clean. Et c'est une façon très pratique de présenter les choses pour que les gens puissent vraiment bâtir et contextualiser l'information. Donc, comme j'ai dit, notre travail se poursuit et en fait, on continue avec l'OMS pour développer un curriculum pour les maîtres formateurs qui vont prendre ce document OMS et le rendre disponible. Et donc, c'est le travail qu'on fait en Cambodge et on va en entendre parler avec WaterAid. Et donc, Saltbox a pris fin, mais notre passion pour tout ce qui est propre est toujours là. Et je me préoccupe vraiment. J'ai vu il y a plusieurs années certains des problèmes qui étaient plus importants au niveau des salles d'accouchement. Donc, j'espère que ce désavantage, on y fait face. J'espère qu'on règle, on travaille à régler ces problèmes parce que sinon, on fait défaut face aux femmes et aux nettoyeurs si on n'a pas un accouchement propre, sécuritaire, avec un bonne hygiène. Donc, je m'arrête là-dessus parce que la vraie personne la plus importante, c'est ma collègue du Cambodge qui va présenter. Et donc, juste des mots de remerciement pour les gens avec qui j'ai pu travailler sur ce parcours très intéressant pour avoir un accouchement sécuritaire et propre. Merci. Merci. Donc, Dr. Teng, si vous nous entendez, vous pouvez y aller. Merci, Joanne. Pouvez-vous m'entendre? Je peux contrôler mes propres diapos, c'est possible? Oui, je pense que Haley, on peut lui donner la permission à Vachnia. Oui, juste un instant. En fait, vous devriez être capable de partager votre écran maintenant. Merci. Bon, voici. Merci au Dr. Wendy. Et donc, félicitations aussi pour tout votre travail, la collaboration avec l'équipe de la London School. Et donc, bonsoir du Cambodge. Je suis heureuse d'avoir cette opportunité de
vous présenter mon sujet de nettoyage environnemental dans des établissements de santé. Je suis avec WaterAid de Cambodge. Je coordonne les activités au Cambodge. Et avant de commencer ce projet, on a fait des évaluations et on a découvert qu'il n'y a pas vraiment de formation de données pour le PCI. Donc, la formation n'était pas axée sur le nettoyage environnemental. Il n'y avait pas de document complet sur le nettoyage environnemental dans les établissements de santé au Cambodge et les nettoyeurs, donc, étaient très affectés pendant la COVID au Cambodge. Et donc, ils n'avaient pas reçu de formation vraiment officielle au Cambodge au niveau de la PCI. Et donc, on a formé un projet pour les gens de première ligne qui s'appelle Clean Frontline, qui donne de la formation aux nettoyeurs. Et on voulait aussi contextualiser Teach Clean et intégrer les directives cambodgiennes en matière de prévention, contrôle des infections, PCI. Donc, pour que Teach Clean soit présenté en première ligne, les nettoyeurs on a utilisé une approche participative et le matériel de formation et éducatif pour traiter de l'aspect viral. Et donc, on a commencé dans 3 provinces au Cambodge. On était axé sur les hôpitaux de référence au Cambodge. Ce sont les seuls qui ont des nettoyeurs. Et donc, dans les centres de santé, il n'y en a pas. Donc, le projet est un partenariat entre le ministère de la Santé et l'Institut national de santé publique, euh, euh, l'École d'hygiène et médecine tropicale de Londres et WaterAid. Et nous avons eu un soutien de la part de London School par rapport à Techning et ensuite de l'aide pour coordonner le produit dans les 3 secteurs. Voici les activités, les produits livrables, une évaluation, la contextualisation pour adapter Techline selon les conditions au Cambodge et faire en sorte que nous puissions l'utiliser dans le cadre de notre approche numérique. Ensuite, bon, là, il y a eu de la contextualisation. On a préparé le matériel de formation, on a formé des formateurs et on a assuré le soutien et la supervision et l'évaluation des processus pour assurer l'efficacité de la formation en nettoyage. Il y a une chose, c'est que on a utilisé la liste en microbiologie pour faire l'évaluation et nous assurer qu'il y a eu des améliorations réelles du nettoyage vital et on a eu un soutien technique et des conseils de la part de la London School. Bon, nous avons choisi un certain nombre de services. On a choisi des formateurs parce qu'ils connaissent la PCI, ils connaissent les programmes d'amélioration de la qualité au Cambodge, donc ils sont bien placés pour être des formateurs. Donc, on les a associés au projet dès le départ. Ils connaissent le contexte et ils utilisent les lignes directrices sur les politiques. Ils connaissent les besoins des différentes parties prenantes. Et participent aux discussions
comme les nettoyeurs maîtres. On a eu de la visite de l'extérieur au Cambodge pour nous aider et on a combiné différents programmes pour créer notre manuel de formation et identifier les parties de de la boîte Clean. Et nous avons fait des vidéos pour expliquer comment ça se passe entre le nettoyeur maître et les personnes formées. Bon, au niveau de la mise en œuvre de l'intervention, notre approche est celle de la formation des formateurs. On a sélectionné de 3 à 5 champions par hôpital. La formation est quand même restreinte et les participants ont la possibilité de participer de façon active à la formation. Nous avons fait 4 formations et on a invité des champions à participer. L'interprète s'excuse, le son est entrecoupé. Vochnia, je ne sais pas si vous nous entendez. Je pense que votre écran est gelé. On va lui donner un petit instant. Il semble qu'on ait perdu le signal de Vochnia. Nous allons voir si elle pourra nous revenir. Ah, ben elle est encore là. Oui, je pense qu'on l'a perdue. Donnons-lui encore une minute pour voir si elle peut se reconnecter. Il ne lui reste que quelques diapos. Joanne, si Vochnia ne peut pas nous revenir, est-ce que Georgia, qui est là, nous avons vu une version antérieure des diapos. En fait, j'ai l'ensemble des diapos et je me ferai un plaisir de... Ah, Vochnia est de retour. Ah, très bien. Et oui, bonjour, je suis de retour. Et oui, bonjour. Est-ce que cela aiderait si vous éteignez la vidéo? Oui, oui, absolument. Oui, je peux quand même partager mon écran. Oui, on y est presque. Oui, et nous pouvons partager votre écran d'ici aussi pour les diapos. Oui, alors, on voit votre bureau. Est-ce que vous voyez ma diapo? Elle remonte lentement. Voulez-vous qu'on partage à partir d'ici? J'ai les diapos mises à jour. Oui, oui, oui. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Oui. Elles sont de retour. Bien. Alors, bon, je pense que je parle du choix des champions. Nous avons choisi les champions selon l'expérience en supervision des nettoyeurs dans les établissements de santé. Et ensuite, leur niveau d'engagement pour aller chercher l'information des formateurs maîtres et d'aider les nettoyeurs à les assimiler.
il fallait qu'ils puissent lire et écrire et utiliser une tablette ou un téléphone intelligent. Donc, ça pourrait être un nettoyeur ou une nettoyeur capable de lire et d'écrire. Alors, la formation a été faite dans les établissements de santé et voici le résultat. Nous avons fourni le manuel de formation contextualisé. En vert, vous le voyez à droite. Ça comprend une diaporama, un plan de leçons, les listes des éléments de suivi. Et nous avons eu une vidéo sur la procédure de nettoyage. Et tout le monde a eu des vidéos pour faire leur formation dans les établissements de santé. La vidéo a nécessité un certain temps, plus que prévu. Donc, pour les deux premières formations des formateurs, on n'a pas pu utiliser la vidéo. Mais rendu à la troisième et à la quatrième, on a pu partager les vidéos pendant la formation. Et les champions ont utilisé vidéo lorsqu'ils ou elles ont fait la formation dans les établissements. Donc, les lignes directrices étaient basées sur les vidéos. Nous sommes en train de finaliser tout ça. Les vidéos l'est déjà. Et les formateurs, les formateurs et les participants s'entendent pour dire que ça aide beaucoup à la compréhension. Les nettoyeurs ont reçu leur formation des champignons. Ils ont reçu le matériel aussi du champion. Bon, les éléments supervision et suivi relèvent des champions. Après la formation, les champignons peuvent soutenir selon un programme de nettoyage, selon les surfaces en contact fréquent ou peu fréquent. Et l'idée était que on puisse élaborer localement des plans de nettoyage des différentes zones. Ceci dit, le programme de formation de nettoyage n'était pas toujours adéquat. Après la formation, vous voyez des images, il y a le champion qui utilise la liste de contrôle des compétences pour être certain que les formateurs emploient la bonne procédure. Par exemple, ici, on voit l'utilisation du gel et des torches UV. Pour que le nettoyeur suive exactement les indications du formateur. Bon, dans notre projet, l'interprète s'excuse, le son est très occupé. Bon, les champignons communiquent entre eux pour parler des défis. Ils utilisent le Telegram pour communiquer entre eux. Et les champignons peuvent répondre aux questions posées par les formateurs par le biais de Telegram.
Au niveau des principales leçons, nous sommes inspirés des expériences ailleurs, notamment au Nigeria. Il est important d'avoir un projet d'un partenaire national. Bon, dans ce cas-ci, le ministère de la Santé publique, ce qui permet à notre projet de se traduire en politique et d'avoir une influence plus large. Il est important d'avoir des lignes directrices nationales en matière de BCE et de AH. Bon, on a conclu que les champions étaient très importants. Nous avons voulu élaborer une procédure. Ah oui, les champions sont très importants. Ils font preuve de leadership. Et ce sont eux qui communiquent avec les gens dans les établissements de santé. Leur expérience permet d'assurer un bon niveau de formation. Les ressources audiovisuelles sont extrêmement importantes. Je pense qu'on l'a perdu de nouveau, Virginia, qui était en train de parler des leçons apprises et des ressources audiovisuelles. Je ne sais pas si quelqu'un veut essayer d'intervenir à titre de conclusion. Bernice, allez-y, Georgia, pour terminer. Oui, merci. Et n'hésitez pas de me dire si il me manque quelque chose. Il y a 2 diapos pour finaliser. Je crois que ça a été un projet incroyable. Et ce qui ressort, c'est la collaboration des partenaires nationaux et toute la différence que ça fait au niveau de la contextualisation. Ça a été formidable. À l'avenir, un des problèmes, c'était très difficile de faire en sorte que le nettoyage de routine quotidien se fasse de façon efficace avec des ressources limitées. Il n'y a pas que l'équipement, il y a les ressources humaines, très peu de nettoyeurs. Beaucoup de difficultés dans le changement des tâches. Et le gouvernement du Cambodge y pense parce qu'il pense à une mise en œuvre nationale. Comment changer la situation? Les nettoyeurs formés sont engagés, mais comment être efficace quand on est si peu nombreux? Et là, il faut, je pense, se saisir de ce défi. Bernice, quelque chose à dire? Oui, simplement pour souligner que les prochaines étapes, bon, on va essayer de faire approuver le manuel et le matériel par le ministère, parce que le ministère aimerait bien que la ressource soit utilisée dans d'autres provinces, et donc dans le cadre d'un programme national. Et on voudrait faire une analyse des coûts sur le cycle de vie au niveau des hôpitaux pour appuyer certaines des nouvelles exigences au niveau du matériel de nettoyage dont on a besoin pour assurer une bonne hygiène dans les hôpitaux. Très bien. Merci beaucoup, Bernice. Nous sommes très reconnaissants. Ah, la voilà. Oui, je m'excuse. Ma connexion Internet a été plutôt mauvaise aujourd'hui. Vous avez fait un très bon travail. Il y a eu beaucoup de compliments dans le chat et vos collègues, Georgia et Bernice, ont pu
couvrir les leçons apprises à la fin. Merci à tous nos intervenants. Nous voulons que tout le monde se prépare parce qu'on veut commencer une période de questions et de réponses. Molly, Dami, s'il vous plaît, revenez. Et encore une fois, merci d'être venu parler de votre travail. Je sais qu'il y a au moins une question dans le chat, mais je vous encourage à vous lever la main dans Zoom ou d'inscrire vos questions dans le chat. Il nous reste quelques minutes avant la fin pour essayer d'y répondre. Je vois que Evelyn, si Evelyn est encore là, avait une question précise à Dami et Molly. Quels sont les plans des établissements de santé pour régler le problème du matériel de nettoyage, des fournitures? Oui, je vais laisser Dami commencer. Bon, la question des fournitures est constante, permanente, presque éternelle dans cette partie du monde. Alors, un des défis auxquels nous avons dû faire face au début, même quand on a eu notre plan d'action, était de déterminer le budget. D'abord, il n'y avait pas de budget précis pour l'environnement, le nettoyage de l'environnement, pour avoir une idée de ce qu'il fallait budgéter. C'est devenu un peu plus complexe quand une partie plus importante du nettoyage a été impartie à des entreprises externes. Je n'ai pas les détails, mais je sais que bon, les entreprises ont la responsabilité d'acheter les fournitures. Donc, ce n'est pas l'hôpital. L'hôpital est responsable en bout de ligne et fait certains des achats, mais pas toutes. Est-ce que nous avons fait? Et il faut tenir compte du fait que la simple augmentation des budgets pour le nettoyage, ça n'arrivera pas. Ça, c'est un problème depuis toujours. On a essayé de déplacer des sommes. Bon, on a découvert, par exemple, que certaines des choses que nous achetions n'étaient pas nécessaires. Certains des produits de nettoyage n'étaient pas standards. Pourquoi gaspiller de l'argent à acheter des produits qui ne sont pas conformes aux normes en matière de PCI? Deuxièmement, la formation sur les fondements. Bon, il ne faut pas désinfecter sans avoir nettoyé. Ça résout beaucoup de problèmes. Quand les gens voulaient nettoyer, s'il y a un déversement de quelque chose, ils mettent le détergent et puis on use un produit type l'hypochlorure pour nettoyer et puis ils désinfectent et ainsi de suite. Je leur expliquais que les tissus organiques inactivent le désinfectant. Si ce n'est pas nettoyé, le désinfectant ne marche pas. Et ça nous permet d'économiser de l'argent aussi. Et donc, ça nous a permis de régler le problème en partie et aussi on a pu avoir des stratégies et on a discuté de pourquoi c'est important d'avoir la formation adéquate, surtout. Et donc, après le premier cycle du projet pilote, on a donné certains équipements de nettoyage comme les seaux gratuits et 2 ans plus tard, on a commencé de la formation. Et donc, ces seaux gratuits c'est encore en usage, ça l'a aidé. Et pendant la formation, on fait aussi une formation avec le seau d'eau, plusieurs seaux, parce qu'on sait qu'il y a des parties dans l'hôpital où il n'y a pas ces seaux gratuits. Donc, fournir cet équipement pendant la formation a aidé à réduire un peu les problèmes. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Excellent. Merci énormément, Dami. S'il n'y a plus d'autres questions, encore une fois, si vous réfléchissez et que vous absorbez toute cette bonne information qu'on vous a présentée, c'est bon. Et si vous pensez à quelque chose, allez-y, placez votre question dans le chat. Mais je veux juste simplement pivoter un peu et demander à Dr. George Gone de la London School de parler un peu d'un atelier de nettoyage qui a été donné en 2022, l'été dernier, où il y a eu des discussions sur la recherche, le nettoyage environnemental, et peut-être nous donner un peu comment ont été vos discussions, comment ça nous aide à réfléchir aux prochaines étapes.
Donc, je vais ouvrir la parole à Dr. Gahn et je vois que Mariella a la main levée. On va passer à votre question si on a encore suffisamment de temps. Donc, docteur Gahn, oui, merci. Est-ce que vous pouvez voir mes diapos? Excellent. Donc, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Comme professeur Wendy Graham a mentionné, c'est très excitant. On travaille sur ce sujet depuis 2014 et donc c'est très excitant de voir ce qui existe maintenant, comment les gens sont intéressés à ce sujet, comment les choses ont progressé. Et donc, essentiellement, euh, on doit s'assurer d'on amasse des leçons, en fait, au niveau de l'environnement, le nettoyage environnemental avec la recherche de mise en œuvre et les essais. Et donc, je pense que c'est très important parce qu'on sait tous que dans nos environnements à ressources limitées, il faut bien comprendre qu'est-ce qui fonctionne, comment et comment est-ce qu'on peut contextualiser les choses à l'environnement qui nous intéresse. Et c'est la raison pour laquelle, initialement, avec notre groupe, il y a 1 an et demi environ, on a commencé à regarder les preuves, les données sur la mise en œuvre pour ces programmes de nettoyage environnemental. Il y avait des revues systématiques qui regardaient les liens entre les infections dans les établissements et le nettoyage environnemental, mais il y avait très peu de choses sur les programmes d'intervention dans des contextes à ressources limitées. Et donc, on a fait aussi notre propre revue systématique et on a vu très peu d'études. Il y avait des très basse qualité. Il n'y avait pas de définition de ce que c'est que le nettoyage. On n'utilisait pas de définition standardisée de nettoyage, de propreté et peu de descriptions contextuelles dans les études que nous avons trouvées. Et encore une fois, très mauvaise description de ce que c'est que le nettoyage. Et donc, il y a des revues systématiques, mais donc, on est arrivé à la conclusion que même si c'était prometteur, l'intervention et la littérature, mais qu'on avait besoin de plus de recherche pour utiliser les ressources aussi bien que possible de façon efficace au niveau des coûts, surtout pour les échelonner. On a fait plusieurs études en Afrique de l'Ouest, entre autres, mais pour le Cambodge, c'était la première fois où l'interprète n'entend pas l'intervenant. La communication est mauvaise. Et donc, c'est euh, là où on s'est réunis avec les parties prenantes et je voulais partager ces images. L'interprète n'entend pas l'intervenante. La communication est mauvaise. Et donc, ça m'a fait réfléchir en tant que communauté de pratique ici. On est liés à travailler ensemble, mais on doit, pour bâtir la base de preuves autant que possible. Donc, ici, ces groupes de parties prenantes se sont réunis et l'objectif de cet atelier que Johanna a mentionné, qui a été mené en juin dernier, c'était d'identifier la recherche nécessaire pour améliorer la mise en œuvre des meilleures pratiques entourant le nettoyage des surfaces et de l'équipement non critique dans les établissements de santé en étant axé sur les contextes à ressources limitées avec différents intéressés, différentes institutions. Et l'idée, c'était de partir de ces écarts au niveau des preuves pour voir qu'est-ce qu'on veut encore savoir qui va nous permettre d'aller de l'avant avec la mise en œuvre, la recherche pour le nettoyage environnemental. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'un groupe incroyable de personnes avec des représentants de presque tous les continents et on s'est réunis avec des gens de la PCI, désinfection, nettoyage, WASH, décideurs politiques, sciences de mise en œuvre, recherche clinique dans des contextes à ressources limitées. Et ultimement, ce qu'on voulait, c'était de créer un ensemble de priorités. Et à partir de là, on pourrait savoir où investir et les décideurs pourraient vraiment soutenir cette recherche qu'on allait souligner et aussi faire le plaidoyer pour vraiment fermer l'écart au niveau de la recherche. Donc, ces priorités, parmi
l'atelier. On a eu 12 questions de recherche. Je ne veux pas vous les faire lire, je vais en souligner quelques-unes. Mais puisqu'on a 12 questions prioritaires, ça va vraiment mener la recherche de mise en œuvre plus loin et nous donner les données nécessaires pour développer des programmes de nettoyage efficaces au niveau des coûts. Certaines des questions. Oh, une dernière minute. Une, c'était autour des normes, par exemple. Combien de nettoyeurs est-ce qu'on a besoin, dépendant de l'établissement, nombre de patients, type de chambre? Donc, quel est le personnel dont on a besoin pour avoir un nettoyage quotidien, par exemple, dans les zones patients, qui est une priorité? On a eu des questions au niveau du système. Quels facteurs au niveau du système peuvent soutenir la professionnalisation des nettoyeurs? On voit qu'ils ne sont pas formés souvent, ils ont des contrats qui sont différents des autres travailleurs de la santé. Et on sait qu'il y a des questions autour du changement de comportement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir comme stratégie au niveau des comportements? Et il y avait des questions au niveau de l'innovation. Par exemple, est-ce qu'on a besoin du détergent uniquement ou un désinfectant également? Et tout ça peut vraiment nous aider à être plus efficaces au niveau des coûts à long terme. Et je veux aussi souligner, je ne vais pas passer à travers toutes les questions, que le brefage de nettoyage qu'on a fait pendant cet atelier, on va le publier bientôt, je vais le partager avec vous, parle aussi des considérations plus larges sur lesquelles on peut réfléchir quand on fait cette recherche. Et je vais en parler ici. Un, c'est l'imputabilité. Si on veut que le nettoyage environnemental se produise dans les hôpitaux, on doit s'assurer que tout le monde dans cet hôpital est vraiment à bord. Et ça doit y avoir de l'imputabilité et de la transparence au niveau de ces programmes. Et encore une fois, on a parlé dans plusieurs présentations l'état du personnel de nettoyage. Souvent, les femmes viennent de point de vue économique faible, très peu lettrées. Et donc, c'est important de prendre ça en considération pour le programme. Et donc, le document parle aussi d'autres considérations importantes. Je ne vais pas en parler parce qu'on va manquer de temps, mais j'espère que ce brefage ici va être disponible très bientôt pour vraiment faire le plaidoyer auprès des décideurs pour vraiment investir dans cette recherche fondamentale. Et donc, il y a du travail exceptionnel qui est fait. Il y a un comité ici avec Wendy, Claire, etc., des signataires qui sont derrière ces questions de recherche prioritaires. Et donc, j'espère que cela va être utile pour nous faire progresser. Merci. Excellent. Merci énormément, Dr. Gann. Vous avez réussi. Donc, merci à tout le monde pour votre présence pendant cette séance. Je pense que nous avons tous appris beaucoup. Très bonnes opportunités d'entendre nos excellents conférenciers, le travail qu'ils font et leur contexte, les applications dans différents contextes. Très important pour nous. Je sais qu'on a dépassé le temps de 2 minutes et je vois que Dami, vous avez levé les mains. Il y a peut-être des commentaires pour conclure, mais je veux remercier tous nos conférenciers, vous remercier, vous tous, d'avoir passé votre temps ici avec nous. Et donc, si nos conférenciers peuvent nous le permettre, est-ce qu'on peut prolonger d'1 ou 2 minutes simplement pour répondre à la question de Mariella et Dami? Je vois que vous avez levé la main pour un commentaire de la fin. Si vous devez quitter, on comprend, mais c'est bon si vous pouvez rester 2, 3 minutes. Maria, vous voulez... est-ce que je peux dire un mot ici? C'est Dr. Arvin Pukan des États-Unis. Arvin Pukan? Oui, vous pouvez attendre, docteur. Marielle, si vous êtes encore là, est-ce qu'on peut avoir Mariella d'abord et ensuite on va revenir à vous? Mariella? On n'a pas de son, Mariella. On ne vous entend pas. Je suis désolée, Mariella, on ne vous entend pas. Si vous pouvez peut-être mettre votre question dans le chat, ça pourrait être utile. On vous encourage à utiliser le chat, Mariella. Dami, vous voulez faire votre commentaire? Oui, Dr. Guan, merci pour votre présentation.
Je suis intéressée dans vos 12 questions de recherche que vous avez mentionnées. Je sais que vous ne voulez pas qu'on les lise, mais ce serait très utile de recevoir cela parce qu'on n'a pas beaucoup de publications dans ce domaine. Et on travaille aussi à avoir plus de publications et ce serait très utile d'avoir vos questions. Et je voulais aussi parler de Dr. Wendy. Merci pour votre présentation, en particulier les ressources Teach Clean. C'est une ressource exceptionnelle. Ça a été très utile pour développer notre propre curriculum. Merci à tous. Merci, Dami. Et Dr. Poucan? Merci, oui. Très bonne présentation. Je représente WashTry, les travailleurs dans l'hygiène, un groupe de travail. Et donc, vous, vous faites les soins de santé dans les établissements, mais vous devez faire attention à l'eau, l'hygiène, ces aspects, l'eau propre. Vous devez vraiment vous préoccuper de cela dans vos environnements. C'était mon point principal parce que dans plusieurs villages, il n'y a même pas d'eau propre. Et donc, il y a des endroits où il n'y a même pas d'électricité. Il faut utiliser l'énergie solaire. Donc, dépendant de votre environnement, il faut vraiment planifier le nettoyage. Et j'aime bien votre approche avec les champions et les former à savoir quoi faire. Donc, il faut vraiment euh, voir où se trouvent vos employés de la santé. Les communautés ont besoin des évaluations. Il faut y procéder. Il faut s'assurer qu'on a de l'eau propre et sécuritaire parce que sans cela, on ne peut pas progresser parce que l'eau contaminée, donc on va augmenter les décès. Mais merci pour votre excellente présentation. Merci pour votre commentaire, Dr. Poucan. Merci à tous pour votre patience. Nous avons maintenant officiellement terminé, mais on espère vous voir à notre prochaine réunion quand on parle du climat, de la résilience dans le contexte de l'AH dans les établissements. Passez une belle soirée, après-midi, matinée pour certains d'entre vous. On vous voit la prochaine fois. Merci, au revoir. Au revoir.